La filière bois interprofessionnelle de 74, donc de Haute-Savoie, est une filière qui comprend tous les acteurs du bois, c'est-à-dire de la forêt jusqu'à la construction, bien entendu, de tout le bâtiment. Le bois, oui, c'est très important dans le département de la Haute-Savoie puisque 39% de notre territoire est couvert par la forêt. Dans cette forêt, nous avons une essence dominante qui est l'épicéa. Et la filière bois s'est attachée à développer la valorisation de cette essence à travers le tavaillon. Et aujourd'hui, nos actions sont en faveur de l'utilisation de ce produit, notamment la toiture en bois. Ce qui frappe le visiteur qui séjourne en Haute-Savoie, évidemment, c'est la présence du bois dans la construction. Et la première donnée qu'il faut bien comprendre, c'est l'hostilité du milieu, c'est-à-dire l'hostilité de la montagne. La présence humaine est arrivée en fait très tardivement en fond de vallée. Les personnes qui habitent évidemment ont des ressources assez maigres et vont utiliser pour construire les matériaux qu'ils vont trouver sur place, c'est-à-dire donc la pierre et le bois. Deux modes de mise en œuvre sont utilisés en Haute-Savoie, le tavaillon et l'ancelle pour la couverture. L'architecture traditionnelle de ces bâtiments est particulièrement généreuse puisqu'elle doit abriter les hommes, les bêtes et le foin. Par ailleurs, la contrainte climatique, elle, est très forte. La charpente doit être dimensionnée pour supporter le poids de la neige qui forme un matelas isolant. Le tavaillon est un matériau parfaitement adapté puisqu'il est léger et il permet de couvrir une surface très importante. Le troisième intérêt que l'on trouve dans ce matériau est beaucoup plus contemporain. Il s'agit de l'insertion paysagère des bâtiments. Une sensibilité paysagère s'est développée. Évidemment, l'utilisation de ce matériau est très favorable. L'intérêt du bois de montagne, c'est un bois qui normalement pousse très très lentement pour plusieurs raisons. C'est qu'il est en altitude d'une part. Et également, on peut lire là sur le tronc toute la vie de l'arbre. Il était tout seul, les petits copains ne mangeaient pas dans l'assiette, donc il pousse rapidement. Ensuite, il y a de la concurrence, il pousse plus lentement. Ça nous fait un bois qui est beaucoup plus dense. Je recherche un bois beaucoup plus dense, donc beaucoup plus résistant à l'eau, beaucoup plus imperméable, de manière à ce que ça dure plus longtemps sur les toitures. Bah, tu parles De bêtes. Ouais. Ils vivent de plus en plus haut. Hein. Ah, puis il y en a un paquet. Ouais. C'est bien. Ah, celui-là, il faut... Regarde les sèches, on y voit bien quand elles tournent à droite ou à gauche. Ah bah ce serait l'idéal de pouvoir les choisir. Celui-là, il a moins de billes de pied déjà, puis garde, il est un peu trop Ouais, cru. un peu trop cavé. Ah, puis il est creux. Il est creux, les nids de fourmis à côté. J'aime pas trop les nids de fourmis, c'est qu'il y a des aiguilles qui tombent. Ah, celui-ci là. Celui-ci est dans le bon sens déjà, comme ça, vu de. Ouais. Les doigts, essayer de tester. Ça prend bien, hein. Ouais. Ouais, ça peut aller, c'est ici, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il est droit. Hein. Ouais. Ah, ouais, Il tire légèrement à gauche. Hein. Ouais. Pas Ouais, beaucoup. c'est La branche, c'est la branche de l'arbre. La donc branche, si- c'est l'arbre en miniature. Si elle fend bien, la branche, l'arbre il fend bien. S'il tourne à gauche, ça tourne à gauche. On va voir, hein, tout de suite. Tiens, regarde. Ouais. Tiens, ouais, ça... Déjà, ça Ouais, fend puis- bien. Ça fend bien par le cœur. Puis en plus, ça fend bien à gauche. Ouais. Il y en a très peu, hein. Il y en a très peu dans la forêt, 2-3% qui tournent à gauche. Un arbre, il pousse comme une vrille qui s'enfonce dans le ciel, en fait. Et donc, on recherche ces arbres qui tournent à gauche, alors que la majorité des arbres dans l'hémisphère nord tournent à droite. Ici, on va le prendre. Là, ouais, puis il a une bonne longueur de... Ouais, les branches qui descendent bien. Donc celui-là, on le garde alors. Ah, on va le garder. Eh ben, allez, On va le garder. c'est bon. C'est plus... Il est bien comme D'accord il avec faut, ça. dans le reste, ça doit aller. Ouais.
Alors j'ai choisi celle-là. Donc maintenant je vais demander qu'il me sorte la grume pour voir si réellement elle est droite, comment elle est sous l'écorce, comment elle est au niveau de l'homogénéité, puis on va essayer de voir si elle fend. Alors là j'essaye de regarder la déformation du bois, c'est-à-dire sa vrille. Moi je prends des bois qui ont une déformation latérale inférieure au centimètre sur 60 cm de long, puisqu'avec cela j'aurai très peu de pertes, un beau produit et je gagnerai du temps. Ah, il y en a qui se plaignent plus que d'autres. Pas bien. Là, je les taille en biseau, de manière à bien suivre, en biseau, en triangle, de manière à bien suivre la fente du bois et avoir le moins de pertes possible. Et puis un autre avantage, c'est quand elles vont en tête sur le toit superposées, ça permet à l'air de circuler, d'aérer, qu'il y ait moins d'humidité, donc les ancelles, la toiture va durer plus longtemps. Là, je pose des ancelles qui sont une spécificité des régions de montagne, notamment du Beaufortain, ou voire même dans les Alpes, on en retrouve quand même pas mal. Les ancelles, elles donnent une impression d'écaille parce qu'elles sont toutes d'une longueur inégale. Souvent, pour choisir le bois, on prenait non pas d'une manière standard, mais on prenait le meilleur, donc entre deux nœuds pour que le bois fende bien. Et on a un recouvrement de 4-5 épaisseurs. Dans la couverture, ce que je recherche, c'est une étanchéité maximale. J'ai fait refaire ce toit, le toit de ce chalet en ancelle. Donc autrefois il y avait une toiture en ancelle qui n'avait pas été touchée pendant 40 ans, elle n'avait pas bougé. Donc c'est pour ça que je l'ai fait refaire en ancelle. Et en plus je trouve ça très très beau. Voilà, donc là on a fini la cheminée. Donc ça c'est la réduction d'un vrai toit finalement. On a 3 couches au départ. Première, deuxième, troisième couche. Pour avoir beaucoup de rigidité. On voit qu'on est tiercé. Donc toujours un tiers de la longueur qui dépasse. Et puis en haut, quand on vient finir le fêtage, on fait ce qu'on appelle un lignolet. C'est-à-dire que ce côté-là, qui est exposé au vent et aux pluies dominantes, dépasse sur l'autre pan. Donc on double les épaisseurs de bois. Et ensuite, on les inverse quand on les pose, de façon à avoir la partie la plus épaisse, qui est toujours, elle, soumise aux contraintes mécaniques, puisque comme elles sont dans le vide, il faut que ce soit très résistant. Alors là, c'est un angle de cheminée. Donc, on alterne chaque côté, à chaque rang, on inverse le croisement. Pourquoi ? Le bois va se dilater durant toute sa vie, aussi bien par la sécheresse que par l'humidité. Il va se déformer.
On a les contraintes mécaniques dues à la neige en hiver, donc il faut que l'angle reste solide, et c'est pour ça qu'on croise les joints. Donc le raccord de la cheminée par rapport au toit, tout est ajusté. On a des pièces de métal qui sont cachées derrière chaque rang. Les rangs sont horizontaux et le toit a sa pente naturelle. En partie basse, on a un larmier en cuivre qui éjecte l'eau et qui est aligné au rang de tavaillon du toit, de façon à avoir quelque chose de solide mécaniquement et d'esthétique. Pour qu'un toit en bois dure longtemps, donc sa pérennité, il faut qu'il soit bien ventilé en sous-face. Donc ce toit-là, maintenant, a 1 an. À l'origine, il était rose clair comme ça. Donc en l'espace d'1 an, il est devenu gris-argent. Et c'est ce qui lui donne sa grande intégration dans n'importe quel paysage et sa couleur qui joue avec la lumière. Alors là, nous sommes sur un chalet traditionnel. Nous faisons un toit comme avant. Et nous faisons également des toits beaucoup plus contemporains, comme celui que nous avons fait à Armois. Dans cette maison très contemporaine, on a choisi de mélanger la tradition et le modernisme. Quand j'arrive dans la maison, c'est le toit, la beauté du toit. Chaque fois que je rentre chez moi, je trouve qu'il change selon les saisons, les heures du jour. Et j'admire ce toit. C'est quelque chose de très très vivant pour moi. Si on fait un toit en ardoise, s'il y a une fuite, on dit le couvreur ne sait pas travailler. Si c'est un toit en bois, s'il y a une fuite, on dira c'est normal, ça vient du matériau. Mais on ne remettra jamais en cause le poseur. Et c'est justement là où il faut vraiment insister sur la technicité d'un matériau. Bois en toiture, et il y a vraiment un savoir-faire, exactement comme l'ardoise, et donc on doit être des couvreurs qualifiés et techniquement compétents. En qualité d'élu de commune touristique, je peux dire au nom de tous les maires qui gèrent l'intérêt des communes à forte identité, aujourd'hui on fait le choix d'aider la couverture bois par des aides financières qui sont elles-mêmes abondées par les aides du Conseil général. Donc nous pouvons espérer un grand avenir pour les couvertures bois et l'usage du bois dans les bâtiments en station touristique. On est en train de vivre les transformations d'une pratique qui se faisait en économie domestique, transmise familialement, à une professionnalisation, donc la nécessité de généraliser, de normaliser les techniques et les savoir-faire. On est en train finalement de réinterpréter un héritage en fonction des données contemporaines. Pour nous, en Haute-Savoie, le débat sur la couverture en bois était avant tout un premier challenge technique, puisqu'il fallait recaractériser sur le plan technique et réglementaire cette matière qui elle-même jusqu'à présent était mise en œuvre de façon totalement artisanale, sans obéir à des règles, alors qu'en France la construction est régie par des textes extrêmement précis, et que justement sur la partie bois en couverture, nous avions un vide réglementaire. Un gros travail a donc été fait avec nos professionnels pour caractériser cette matière, en connaître sa résistance, en connaître ses propriétés intrinsèques par rapport à l'étanchéité. Pour répondre à une commande de la filière bois Haute-Savoie, nous avons mené une étude technique sur le tavaillon de manière à étendre l'utilisation du bois local sur la toiture, de manière à rédiger un cahier des règles professionnelles à l'usage des tavaillonneurs de la région Haute-Savoie. Nous avons aussi mené une étude comparative entre les toitures bois et les toitures en ardoise. Nos mesures nous ont permis de démontrer qu'elles avaient des caractéristiques tout à fait similaires, ce qui nous amène à conclure que l'épicéa d'altitude se classe parmi les meilleures essences de bois utilisables. La Haute-Savoie devient un leader dans cette réflexion technique qui a été menée sur la couverture bois. Les textes sont maintenant opposables aux tiers, à savoir qu'un utilisateur, un prescripteur, un concepteur
va maintenant exactement savoir en termes de pérennité comment faire une couverture en bois dans son environnement d'aujourd'hui et dans un esprit de durabilité et de modernité. On a donc une étape importante franchie maintenant et d'autres régions vont nous relayer sur cette démarche. Sur ce chantier, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bâtiment public, un collège. On a parfaitement respecté l'aspect réglementaire au niveau des bureaux de contrôle, des normes incendies, au niveau de la sécurité. Et on a pu s'adapter sur les formes complexes, donc le bois a pu prouver toute son efficacité. Le cadre réglementaire de la couverture bois en Haute-Savoie est donc maintenant posé. Le concepteur dispose avec le Tavaillon d'un matériau capable d'être utilisé avec une large liberté de forme et de volume en toiture ou en façade. Parallèlement, le Tavaillon est un matériau très bien positionné en termes environnementaux, en termes de gestion durable, en termes de disponibilité matière. C'est donc pour nous le matériau de l'avenir.